Abstention. 2 voix. Contre. 8 voix. Pour 239 voix. Il n'y a pas eu véritablement de débat ce mardi à l'Assemblée nationale comme lors de l'examen de l'avant-projet de constitution le vendredi 7 octobre dernier. L'Assemblée nationale ivoirienne a adopté mardi le projet de nouvelle constitution voulu par le président Alassane Ouattara, la quasi-totalité des votants se prononçant en faveur du texte. Pour le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, ancien chef de rébellion, les députés ont écrit une page de l'histoire du pays. Vous avez fait œuvre utile en soutenant l'avant-projet devenu projet de constitution. Je pense que les députés n'avaient pas pour vocation de s'interposer et de constituer un obstacle supplémentaire au peuple, seul souverain, se prononcer sur le projet de constitution. L'article 35, avec sa conjonction de coordination et la levée de la limite d'âge qui était fixée à 35 ans, le poste de vice-président, mais encore le retrait du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, la consécration de la Cour suprême et de la Cour des comptes par la séparation des pouvoirs sont quelques nouveautés de ce qui sera la nouvelle constitution. Le texte prévoit aussi l'institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels ou une extension des compétences du Conseil économique et social avec l'ajout de compétences en matière culturelle et environnementale. Cependant, 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien FPI, fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, ont dénoncé le projet la semaine dernière. Craignant que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, l'opposition appelle les Ivoiriens à faire échec à cette initiative antidémocratique et qui menace très gravement la paix et la stabilité du pays. Le texte sera soumis à un référendum le dimanche 30 octobre prochain. L'Afrique du Sud et le Kenya veulent faciliter les échanges en matière commerciale et migratoire dans un effort conjoint pour renforcer leurs échanges au sein du continent africain. Dans le cadre d'une visite officielle au Kenya, la première d'un chef d'État sud-africain, le président Jacob Zuma, a expliqué que cette initiative visait à assouplir les frontières sur le continent afin d'y faciliter les échanges entre pays en accord avec le programme établi par l'Union africaine. Nous avons également convenu de créer un environnement favorable pour faciliter les affaires dans nos pays respectifs. La zone tripartite de libre-échange couvrant le COMESA, la communauté de l'Afrique orientale et de la communauté de développement de l'Afrique australe est l'une des initiatives concrètes prises par les gouvernements pour faciliter le commerce et les investissements sur le continent. Le président Kenyatta a notamment évoqué les taxes élevées sur les exportations de thé au Kenya, un des premiers producteurs mondiaux de thé, de même que les restrictions sur d'autres produits. Critical to our agenda is strengthening our government-to-government, business-to-business, and our people-to-people relations. Un des points forts de notre rencontre est la décision de renforcer nos relations économiques et nos relations personnelles. Et pour cela, il faut supprimer les barrières qui empêchent le mouvement des personnes, des biens et des services. Nous nous sommes aussi mis d'accord pour considérer la demande des Kenyans d'obtenir un visa à l'arrivée. C'est quelque chose que le gouvernement sud-africain a accepté de prendre en considération parce que c'est un privilège que le Kenya donne déjà aux Sud-Africains qui viennent au Kenya. Pour nous, il n'y a pas de raison que nos deux pays ne se mettent pas d'accord. Les deux présidents ont également décidé d'augmenter leurs échanges en matière de renseignement dans la lutte contre le terrorisme et de travailler ensemble pour stabiliser les pays où se développe le terrorisme en raison notamment de la fragilité de leurs institutions comme la Somalie. C'est la première apparition devant la presse de Riek Machar depuis qu'il a fui Juba après de violents combats en juillet. L'ex-chef des rebelles du Soudan du Sud a quitté mercredi Khartoum, où il vit en exil, disant se rendre en Afrique du Sud pour des examens médicaux. Je quitte le pays pour l'Afrique du Sud pour faire d'autres examens. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas guéri. Je suis guéri grâce à Dieu, mais mon médecin personnel est en Afrique du Sud. Je vais le rencontrer là-bas, puis je vais quitter l'Afrique du Sud.
En 2015, Machar était devenu vice-président du gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir, mais il a fui Juba après des combats meurtriers à l'arme lourde qui ont eu lieu dans la capitale sud-soudanaise entre ses forces et celles de Kiir. Fin septembre, Riek Machar avait annoncé son intention de lancer une résistance populaire armée contre le régime autoritaire et fasciste du président Salva Kiir afin d'apporter au pays la paix, la liberté, la démocratie et le règne de la loi. Même pendant la période où je me rendais au Congo, le gouvernement du Soudan du Sud poursuivait ses opérations. Donc nous ne sommes pas la cause de la violence et nous n'avons jamais dit que notre premier choix était d'utiliser la violence. Nous avons dit que notre option première était une solution politique. Il avait lancé cet appel depuis Khartoum, estimant que l'accord de paix obtenu en août 2015 grâce à la communauté internationale n'était plus valide. La communauté internationale a vivement condamné l'appel de Riek Machar à déclencher une nouvelle guerre contre le gouvernement sud-soudanais. Les violences se poursuivent dans plusieurs régions du Soudan du Sud. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est inquiété le 30 septembre de la situation dans la localité de Yei, qui est encerclée par les forces gouvernementales sud-soudanaises.